Alors maintenant, Roland Coutanceau, Alain Penin, qui sont experts à la Cour de cassation, psychologues et psychiatres, vont nous parler de leurs expertises. Je vous propose après de poser vos questions et puis on terminera la journée scientifique et puis on fera un petit temps syndical pour les experts. Le biais que j'ai choisi un peu pour proposer cette réflexion, et finalement, comment ça s'est passé un peu dans ma tête un peu. Alors, donc, depuis 5 ans, je vois un certain nombre de sujets jeunes, moins jeunes, qui ont été mis en cause pour le fait qu'on pense qu'ils auraient pu donc créer un attentat. Alors, premier élément, pour que vous suiviez agréablement mon propos, je vais faire une courte introduction, ensuite je vais utiliser un peu mon critique, un peu l'évaluation de la personnalité, ce qui dit sur les faits, surtout les thématiques spécifiques. Et puis ensuite, on verra comment l'effet de groupe fonctionne, et puis aussi que ces jeunes et moins jeunes ne sont pas seuls, mais ils sont un peu sous la houlette de gens qui leur mettent une certaine pression. Et donc, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est la radicalisation vue par un psychiatre expert, et puis aussi voir les problématiques de la déradicalisation par l'interrogation. Alors finalement, la radicalisation, d'une certaine manière, c'est une croyance. Donc c'est quand même intéressant pour le psychiatre et le psychologue d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des croyances extrêmes. Premier élément de réflexion dans l'introduction, c'est qu'il y a un charme discret des croyances absolues. Il y a un charme discret des croyances absolues. C'est-à-dire que les idéologies un peu que d'autres appelleraient plus pondérées, totalitaires, ont un charme sur certains esprits. Ce qui m'a aidé un peu, mais c'est purement subjectif. J'étais au tout début un petit peu de ma réflexion, et puis je me suis souvenu que moi j'ai vécu aux États-Unis un petit peu étant plus jeune, mais quand je suis revenu en France, autour de 15-16 ans, tout d'un coup j'étais entouré de collègues trotskistes, lambertistes, maoïstes, polpotistes, j'en passe et des meilleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en pleine démocratie? Donc, il y a un charme discret de l'idéologie venue d'ailleurs. Et aujourd'hui, regardez, quelle est l'idéologie venue d'ailleurs dans le monde? C'est Daesh. Deuxième, on va retrouver un peu dans les thématiques spécifiques. La première idée aussi qui m'est venue, et regardez quand on voit les frères Kouachi, qu'est-ce qui tente effectivement un psychiatre, et c'est normal, c'est pas des malades mentaux en grande partie, mais la personnalité paranoïaque. Plus j'ai expertisé de gens, plus j'ai vu qu'il y avait la question d'un aménagement de caractère paranoïaque qui est peut-être la manière la plus lisible de décrire les excroissances de l'ego, l'égocentrine et la mégalomanie. Et d'une certaine manière, regardez, dans cette lecture-là, toute ma carrière d'expert, je n'ai fait que d'enrichir le catalogue que vous avez tous appris un petit peu à la faculté, les formes cliniques du caractère paranoïaque. L'érotomane, le querelleur possessif, l'idéaliste passionné, et on va les retrouver. Donc, il y a une dynamique d'intensité paranoïaque dans beaucoup de sujets qui sont tentés un peu par ça. Et puis, regardez, un autre modèle psychocriminologique. Qu'est-ce que c'est donc se lancer dans un acte de terrorisme? C'est la forme idéologique du meurtrier de masse. Donc ça existe déjà, c'est repéré. On a eu les meurtriers de masse individuels, Columbine, tous ces gens qui individuels, Durne en France, un petit peu celui qui a révolutionné la moitié du conseil municipal de Nanterre. Donc on a un premier modèle qui est une forme idéologique du meurtrier de masse. Alors maintenant, entrons dans le détail. Et finalement, donc je commence à l'expertiser, je me dis, merde, il n'y a pas que des paranoïaques, il n'y a pas de caractère. Effectivement, je vois des gens de plus en plus jeunes, des ados de 15-16 ans, des jeunes adultes, des personnalités marshmallow, comme ça, donc pas parano, mais un peu instabilo, psychopatho, un peu parano, etc. Des personnalités un peu, mais qui on se dit, mais pourquoi effectivement ils ont été tentés dans une dynamique de terrorisme plutôt qu'autre chose, ils auraient pu transgresser autrement. Donc, je laisse tomber parce que c'est l'élément qui m'intéresse le moins ici, la personnalité. Ce qui dit sur les faits varie aussi. Il y a des gens entiers qui vont persister et signer après leur attentat. Je voulais le faire, j'assume, ou même je ne vous parle pas, vous êtes le représentant de la justice. Il y en a un qui s'est présenté devant moi, il a dit bonjour. Je suis venu par politesse, mais je suis venu vous dire que je m'en vais. Donc, j'ai rien à vous dire.
Donc on va retrouver aussi tous les éléments de discours, des gens qui revendiquent, des gens qui auto-légitiment leur acte, des gens qui minimisent, des gens qui vont se décrire comme étant été totalement manipulés, qui regrettent et qui pleurent devant moi et qui disent « Dès que j'étais en garde à vue, je me suis fait pleurer parce que je me suis rendu compte que j'avais été manipulé, moi j'aime la France, vive la France, etc. » Bon, un jeune de 15 ans, immature, un petit peu qui pleure. Donc des discours différents. Mais j'en viens à ce qui m'intéresse le plus, les thématiques spécifiques. Qu'est-ce que que j'ai entendu comme discours que je n'avais pas entendu avant dans d'autres thématiques transdéciles. Premier élément, ce qui m'a frappé, évidemment, moi je suis... l'idéalisme, ça ne m'était pas venu à l'esprit avant. C'est-à-dire que pour eux, Daesh est l'incarnation du bien. Et regardez, oui, quand vous voyez certaines vidéos Daesh, qu'est-ce que vous regardez? Un équivalent de Bernard Kouchner qui amène avec des sacs de riz de la nourriture à des populations défavorisées. C'est-à-dire qu'au fond, Daesh, effectivement, donne des messages vidéo séducteurs pour les idéalistes. Alors on se dit, oui, quand même. Mais oui, il y a effectivement un nombre de jeunes pour qui l'idéalisme, pour qui l'incarnation du bien, c'est ce modèle externe, un petit peu, qui est Daesh. Premier élément, donc, cet élément idéaliste. Deuxième élément, là aussi, et là c'est intéressant, ça rejoint le fil conducteur qu'on a cherché à mettre dans cette journée, toutes les religions ont une forme extrêmement totalitaire. Ça a été le cas de l'Église catholique. Historiquement, je connaissais un peu moins le protestantisme, mais toutes les religions ont des formes extrêmes, ont des formes absolues, ont des formes totalitaires. Donc, on va retrouver à l'écoute une idéalisation, pas de la religion musulmane, mais de la religion musulmane telle qu'ils l'entendent. Et qu'est-ce qu'on a là? Daesh est le seul État au monde qui respecte de façon absolue la religion musulmane. Alors qu'effectivement, en France, on peut pas faire si j'ai une barbe, on me regarde avec des... C'est pas faux maintenant. Certains types de barbes, ça inquiète un petit peu les citoyens. Bon, où ma femme veut se voiler, on ne le tolère pas, on nous attaque. Donc finalement, vous avez, et aussi parallèlement à cette forme un peu extrême de religion, quelque chose qui nous intéresse nous aussi, c'est que toutes les religions, et regardez même au-delà des religions, c'est des dangereux, les gens qui veulent respecter un texte à la lettre. Parce que ceux qui écrivent n'écrivent pas des choses idéales. Imaginez que, même regardez la Bible, œil pour œil, dent pour dent, bah, oui, ça peut être violent. Donc, il y a effectivement une dimension obsessionnelle extrême pour respecter une forme de la religion musulmane qui a un aspect absolu. C'est-à-dire, au fond, on a des phrases comme « il faut faire tout ce que le prophète dit ». Le prophète dit « il faut porter une barbe », je porte une barbe. Le prophète dit « les femmes doivent se voiler », il faut se voiler. C'est-à-dire qu'au fond, mais il y a une séduction absolue d'une forme de la religion musulmane, celle qui est amenée à respecter les textes à lettres. Et ce que Daesh a vendu, c'est que c'est un État qui veut instaurer de façon idéale le respect de tous les préceptes de la religion musulmane. Troisième type de discours, c'est pour ça on rencontre les profils dont on a parlé. Ce qui a étonné aussi la plupart des gens, c'est le fait que des psychopathes bontins, qu'on avait vus les uns et les autres antérieurement avec une carrière tout à fait banale, de vol avec violence, de petits braqueurs, tout d'un coup, un peu donc une forme de conversion, deviennent des gens qui incarnent quelque chose. Et donc là, il y a l'intensité, le plaisir, on retrouve, parce que moi je dis l'intensité paranoïaque, mais l'autre élément c'est l'intensité mégalomaniaque, et dans ma longue carrière d'expert, qui c'est que j'ai vu comme étant les gens les plus inquiétants? Ouais, les gens qui font sauter le MMPI de l'égocentrisme, et donc les deux mots qui font le plus sauter le curseur, c'est la dimension paranoïaque, 3 croix, la dimension mégalomaniaque, 2 croix. Et donc, au fond, on a une espèce de conversion un peu de certains psychopathes. Alors après, évidemment, on interprète parce qu'ils ne l'expriment pas comme ça. Par contre, ils disent « j'avais une mission ». On voit la fierté d'incarner une mission.
une intensité un peu de se glisser dans quelque chose. Certains auteurs ont dit que ça anoblit un petit peu leur fonctionnement psychique de psychopathe, mais on a eu effectivement, et il y en a un grand nombre, il y en a, on le voit dans l'actualité, cette espèce de basculement de quelqu'un qui était un banal psychopathe, au fond, qui bascule dans une forme d'acte terroriste. Voilà les thématiques que j'ai le plus souvent entendues. Alors, ça ne suffit pas un peu pour, au-delà de tous les ingrédients dans l'histoire, même quand on regarde la fragilité, par exemple, d'un meurtrier de masse. Un meurtrier de masse, qu'est-ce que c'est? C'est une production mégalomaniaque, un one-shot, de quelqu'un qui, au fond, s'est vécu tout au long de sa vie humilié, martyrisé. Donc, on va retrouver toutes ces failles dans l'histoire. Sauf que la plupart des gens ont des failles, mais effectivement, ils n'en conçoivent pas un acte grandiose qui est dans une logique de la meurtrier de masse. Mais ça ne suffit pas. On s'aperçoit quand même autre élément de lecture criminologique. On peut le dire dans un autre langage. Qu'est-ce que j'ai vu dans la plupart de toutes les affaires? D'ailleurs, plus ils sont jeunes, plus ce facteur est là. On a cru à un moment donné que c'était des imams un petit peu qui les embrigadaient. Ensuite, on a vu que le poison passait par le net, mais ça ne suffit pas. Il y a parfois des ambiances familiales, on peut le voir, mais j'ai vu aussi, bien sûr, des ambiances familiales où le sujet est seul. Les parents ne savent pas, même les parents sont plutôt, par exemple, des musulmans plus classiques. Donc, il faut effectivement que les éléments sont inoculés. Et là, c'est très intéressant pour nous, psy, d'étudier un peu les vidéos de Daesh. Elles sont construites pour être finalement pour favoriser une espèce de dogme d'aération. Et regardez pour les psychopathes, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un de ceux qui était impliqué dans un des attentats et on le voyait souriant sur une Jeep, alors avec une mitrailleuse à la main, finalement, un petit peu comme un film américain, un peu avec le héros, un petit peu qui se la pète, un peu, voilà. Donc, il faut voir que ce qui va aussi cristalliser les choses, toujours, c'est le groupe. C'est-à-dire, au fond, je suis seul, et puis, par l'intermédiaire du net, je rencontre quelqu'un qui a la même conviction que moi. Et donc, cet élément est très connu en criminologie pour d'autres choses. C'est qu'au fond, je l'ai au niveau de l'imaginaire. Je suis sensibilisé par la propagande. Mais en même temps, comme l'ont dit certains jeunes qui étaient les plus faciles ensuite à évaluer, c'est que finalement, c'était imaginaire. Je n'avais pas encore décidé de le faire. Mais je rencontre 2-3 autres personnes avec lesquelles on commence à parler de ça. Et vous avez la cristallisation de l'idée de l'attentat grâce à cette rencontre groupale, avec des éléments renforçateurs. J'en donne un qui est tout simple, c'est un sujet qui me dit, finalement, moi je ne savais pas si je voulais le faire. Ça me semblait quand même un peu fou. Ça m'excitait un peu mentalement. Et après, j'ai vu que dans le groupe, on était 4. Le plus petit, le plus chétif, avait l'air le plus décidé. Et ça m'a fait éprouver une honte. Je me suis dit, je ne suis pas moins courageux que lui. Élément de cristallisation du désir. Et puis quand même, aussi, parce que plus on en voit, plus ils sont jeunes, plus ils sont infantiles, plus ils paraissent un peu immatures, il faut aussi dire que derrière, il y a des manipulateurs. Ah, il y en a un qui était français. Et qu'est-ce qu'on entend aussi que ces jeunes disent? Il y avait quelqu'un qui me faisait savoir par des messages, quand vas-tu faire l'attentat? Quel moyen as-tu choisi? As-tu choisi quelque chose de créatif qui fait que tu vas montrer que tu as trouvé un moyen extrêmement original de faire l'attentat? C'est-à-dire qu'au fond, et même après coup, ils avaient raté leur coup parce que, regardez là aussi, il y a des gens organisés par les frères Kouachi, mais même ceux dans notre police sont de trouver. De temps en temps, j'avais pensé ça quand j'avais évalué mes premiers braqueurs quand j'avais 30 ans. Et je me suis dit, mais c'était des branquignoles. Les branquignoles de l'attentat. Bon, donc, au fond, ils ont derrière eux un espèce de manipulateur qui les pousse, qui leur donne la pression. Et un jeune, par exemple, dit,
Il me téléphonait tous les soirs un petit peu, enfin il me faisait ça. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es partant? Donc, regardez si on résume. On voit qu'il y a de multiples fragilités qui fait qu'une forme de croyance absolue va faire une certaine de séduction dans l'appareil psychique. Ensuite, il y a des formes de personnalité. Donc, évidemment, nous, on est très tentés en tant que psy de trouver la tonalité paranoïaque. Les gens qui ont ce côté entier, ce côté absolu, ce côté jusqu'au boutiste pour aller jusqu'au bout. Mais en même temps, on voit qu'il y a l'importance du groupe des autres qui sédimentent un petit peu les choses, plus une pression manipulatoire, un peu, donc, de certains sujets qui poussent ces sujets à passer à l'acte. Voilà quelques éléments d'une lecture, on pourrait dire, psychocriminologique de comment on peut devenir donc un apprenti théoriste, et en même temps, peut-être ce qui m'a frappé le plus par rapport à l'idée que je m'en faisais, c'est que c'est plus hétérogène qu'on pense. C'est-à-dire qu'au fond, par préjugé, si on m'avait demandé de faire une théorisation de l'idée que je me faisais de quelqu'un qui est un terroriste, j'aurais plus pointé un peu des meurtriers de masse avec des dimensions paranoïaques, etc. Et finalement, c'est plus hétérogène qu'on ne pense. Il y a des gens plus quelconques, finalement, plus immatures, plus banaux, qui ont été tentés un peu par cette aventure de glisser pendant le moment où la société leur reproche de faire un attentat terroriste. Alors, au-delà de cette lecture d'évaluation, quelques mots, et là je fais plus court, d'une déconstruction. Moi, dans mon hypothèse, c'est une croyance absolue. Alors, on le voit pour des petites choses entre gens normaux. La croyance existe. Non, je ne vais pas citer quelque chose qui est un peu polémique. Pourquoi est-ce qu'on veut être cosque ou libéral? Est-ce que c'est une croyance ou c'est vraiment une analyse? Bon, en même temps, ça fait voilà, le débat de tout à l'heure. Donc, au fond, l'être humain est un croyant. On n'est pas tous incarnés par le doute, la problématisation, la réflexion, la sensibilisation au discours de l'autre. Encore que tout à l'heure, Paul Bensoussan et Jean Jouvieux ont donné un bon exemple de l'écoute mutuelle, alors qu'au départ, on s'est dit peut-être qu'ils sont dans des positions un peu extrêmes. Et donc, finalement, est-ce que finalement, on peut déradicaliser, radicaliser? Et regardez, aujourd'hui, je mets en contrepoint une ambiance sociale. J'étais dans d'autres enceintes, les gens n'y croient pas, les gens sont complètement flippés. D'autant qu'on nous apprend on apprend aux jeunes djihadistes en herbe de donner le change, de faire semblant, de mentir, de dissimuler. J'ai donné un exemple extrême qui m'a étonné. J'ai expertisé, il y a quelques mois, un jeune homme qui avait suivi un programme de déradicalisation en prison, mais surtout qui avait eu un thérapeute à sa demande pendant longtemps et qui sortait. Et donc, je trouve qu'il est assez autocritique, je le trouve assez intelligent, bon, il a un bon niveau, il est critique, il explique finalement certains éléments que vous avez décrits, que je viens de théoriser dans une logique psychocriminologique, et finalement, j'en viens dans ma conclusion à écrire, voilà l'exemple théorique de ce qu'on pourrait appeler un déradicalisé. Alors, c'est clair, la juge d'application des peines me téléphone, docteur, moi j'aime beaucoup votre expertise, simplement, le procureur de la République demande que vous fassiez un petit ajout à votre conclusion en répondant explicitement, est-ce que vous pouvez nous assurer que ce sujet est désormais pas du tout. Vous voyez à quel point les gens sont flippés. Un autre échange que je vous donne de façon très libre. Il y a des juges d'application des peines, on va dire, qui voient justement l'hétérogénéité, même après la peine d'un certain nombre de sujets qui ont été interpellés, qui trouvent que le parquet est flippé. C'est-à-dire qu'au fond, la société a l'impression, c'est pas faux pour certains, que la déradicalisation est impossible. Mais regardez, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, certains d'entre nous? Nous avons rencontré des gens dont on pense qu'ils sont déradicalisés. Ils analysent, au fond, qu'ils étaient dans une période de fragilité, qu'on leur a servi, et regardez ça, le nombre de jeunes que j'ai entendu dire ça. Finalement, l'image que j'avais dans la religion musulmane, je m'aperçois en discutant avec un autre imam qui vient me voir en prison que ce n'était pas la bonne. Donc,
il y a effectivement, c'est important de témoigner, alors moi je n'ai pas encore de statistiques, mais dans ce que je vois, il y a des gens qui restent très radicalisés. Donc, le sujet dit, j'ai raté mon coup et je crois toujours à ce que je fais, je vais continuer. Ben voilà, donc il nomme sa dangerosité. Il y a des sujets qui ne veulent rien dire, donc on ne peut pas les évaluer. Il y a des sujets qui minimisent, mais pas tout. Bon, ils ont sympathisé avec les autres, mais ils n'étaient pas là, c'est pas eux qui ont fait péter la bombe. Ils ont simplement hébergé l'autre, ils ne savaient pas ce que l'autre faisait. Ce qu'on retrouve en criminologie, des gens qui minimisent, on se dit, ben, ils veulent prendre une peine moindre. Mais aussi, il y a des sujets critiques, il y a des sujets autocritiques, il y a des sujets qui nomment la manipulation qu'ils ont subie. Il y a des sujets que j'ai vu pleurer, effectivement, devant leurs parents, ils sont venus les voir en prison. Et là aussi, après l'interpellation et la garde à vue, ce qui m'a le plus intéressé aussi, quand les parents étaient étrangers finalement, a priori, à toute radicalisation, c'est que, regardez un peu ces discours, et je glisse un peu vers ma conclusion, j'ai vu beaucoup de sujets immatures qui finalement décrivent que c'est comme s'ils étaient dans un monde presque irréel, comme un, et regardez, c'est très moderne, un jeu vidéo, où tout d'un coup, ils avaient été tentés par la mégalomanie de passer à l'acte, mais au fond, quand le réel arrive, la garde à vue, quand le réel arrive, les parents, quand le réel arrive, la prison, quand le réel arrive, un imam en prison qui leur apprend la religion d'une autre façon, eh bien, ces sujets ont spontanément un discours autocritique. Donc je crois qu'il y a une hétérogénéité de comprendre pourquoi quelqu'un devient un apprenti terroriste, mais aussi, je pense qu'on peut témoigner qu'il y a des mouvements divers vers la déradicalisation, et je pense qu'on en reparlera, on en parlait à table. Une bonne idée, effectivement, serait de faire, comme vous le souhaitez, une expérience d'accompagnement de femmes, un petit peu donc, qui reviennent un peu de Syrie, d'enfants. Vous avez vu que c'est au cœur des démocraties. Est-ce que finalement, on va accepter ces enfants de parents djihadistes? Est-ce que même certains, vous avez vu que certains politiques, non, il ne faut pas les laisser rentrer en France, d'autres disent, ben si quand même les enfants ne sont pas responsables de l'idéologie de leurs parents, ça pose des problèmes. Vous voyez que ça fait tellement peur, l'idéologie de radicalisation, que vous avez des citoyens, et je peux les comprendre, vous avez des hommes politiques, et je peux les comprendre, qui disent finalement, qui restent là-bas, et finalement qu'on aille le moins possible, parce que la déradicalisation, c'est un mot, mais je pense qu'au cœur de ce sujet, ce qui est intéressant pour nous experts, c'est de mieux comprendre tous les mécanismes d'une conversion vers une tentation de faire un acte comme un attentat, et aussi de comprendre qu'il y a une telle hétérogénéité. Finalement, vous savez, dans d'autres domaines, on apprend beaucoup des repentis. Et je pense que, ce que je trouve d'ailleurs, peut-être vous allez me dire que ce n'est pas le cas, moi j'entends jamais parler dans la société, dans l'information, de jeunes qui ont un discours de déradicalisation. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si... vous voyez, il y a une hétérogénéité aussi, de mon point de vue, vers la marche arrière. Il y a des gens qui vont rester dangereux. Et je crois d'ailleurs que l'axe, pour nous psychiatres, de l'intensité de la dynamique paranoïaque est un curseur, effectivement, du risque de dangerosité persistante. Mais en même temps, il y a plein d'autres discours qu'on entend de sujets qui reviennent en arrière, qui ont un discours autocritique, et au fond, c'est ça un peu la déradicalisation, c'est au fond désinvestir une croyance absolue, totalitaire, qui était la mienne auparavant. Merci de votre attention. Bon, eh bien, j'ai une position ultra favorable. Vous êtes épuisé et tout a été dit. Ça va être un petit peu compliqué pour moi d'aborder des choses. Oui, tout a été dit vraiment, et ce que je m'apprêtais à dire, je vais le répéter. Je vous propose donc plutôt qu'on se détende un peu en vous présentant deux expertises et en tirant un peu des éléments éventuels. La première, on l'a fait avec Roland, et on nous demande d'aller examiner des gens pour association de malfaiteurs
terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Bref, on se dit, ouais, on va rencontrer des gros méchants et on va essayer de voir comment ils se sont mis en place et comment ils se sont radicalisés. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des gamins pleurnichants. Pardon? Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Peut-être des signaux. Comment? Des signaux, là. Oui. Merci. Des gamins qui pleurnichent, des gamins qui se disent mais enfin, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, avec une espèce de tristesse, une espèce d'anxiété et avec une manière de raconter comment ils s'étaient inscrits dans cette histoire en allant sur le réseau Telegram, qui faisait état d'une immaturité absolument profonde et d'un comportement où vraiment ils étaient totalement dépassés par ce qui s'était passé. Ils étaient donc interpellés et reconnaissaient assez difficilement ce qu'on pouvait leur reprocher, tout en reconnaissant qu'ils étaient entrés dans cette boucle. Alors, ce qui nous a paru hallucinant, c'est que ils ont été totalement incapables de nous dire qu'est-ce qui se passait par rapport à l'islam, par exemple. Et donc, la sous-culture en islam nous a sidérés. Genre, l'un nous dit, mais je suis devenu musulman parce que je me suis converti en 2016. Alors, on le travaille un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est depuis le collège, mes amis m'ont prêté un livre. Bon, quel livre? Et puis, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Je ne sais pas si on me tutoyait, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui vous intéresse? On avait envie de le tutoyer tellement on avait envie de lui donner 5 francs pour qu'il aille s'acheter des sucettes, finalement. Et il était dans cette position quand même de terroriste. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'islam? Ah ben, c'est intéressant, hein, c'est calme. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam? L'islam, c'est croire en Dieu. Avec une naïveté, tout ça. Mais il y a le christianisme aussi, mais qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a avec le christianisme? Ah ben, l'islam c'est beaucoup mieux parce que c'est la dernière religion. D'abord il y a eu le Torah, ensuite il y a eu la Bible, et enfin maintenant il y a le Coran. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup. Et après, qu'est-ce qu'il dit finalement le Coran? Le Coran c'est facile, il dit ce qu'il faut faire, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Et mais pourquoi c'est bien? Alors, on a parlé de monothéisme tout à l'heure. Ben, parce que dans l'islam, il n'y a qu'un Dieu. Et alors? Oui, mais l'islam, on interdit d'associer quelqu'un. Pour les autres, il y a qui déjà? Il y a Jésus, la Vierge, il y en a plusieurs. Vous voyez un petit peu le niveau de connaissance et d'investissement dans l'islam. Et après, concernant les autres comportements religieux, un petit peu le ramadan, mais pas trop, je ne mange pas de porc, mais je crois que c'est interdit. Enfin, vous voyez un peu le niveau d'élaboration de ce jeune homme. Et la deuxième expertise me fait rencontrer un homme qui défraye la chronique, puisque le 19 janvier 2018, à la maison d'arrêt de Borgo, il tente de assassiner 2 agents de l'administration pénitentiaire. Alors évidemment, vous avez souvenir peut-être de ça, ça fait un bruit terrible. Madame Belloubet arrive dans l'après-midi, menace donc de faire grève de tous les côtés, et cet homme, donc, on me demande de l'examiner à la maison d'arrêt des Baumettes. Je vais le rencontrer un petit peu plus tard. Je ne vous dis pas dans quelles conditions il est arrivé. J'ai vu arriver une armée équipée de casques, de boucliers, d'armes à la main, et cet individu au milieu. Et on me demande, mais on va rester avec vous pour l'examiner. Puis je dis, non, c'est pas la peine. D'autant que je le connaissais parce qu'il avait été condamné par la cour d'assises de la Corse du Sud un petit peu auparavant pour un crime, enfin pour un assassinat, enfin pour un meurtre à la sortie d'une discothèque. Et alors, je lui dis, moi, je veux le voir tranquillement, tout seul, ne vous inquiétez pas. Alors, il accepte de me laisser seul avec lui, et la première chose qu'il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est du cinéma, ça. Je reste un peu pantois, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passait réellement? Et là, je vois apparaître, non pas un radicalisé,
prends un peu le contre-pied, hein, c'est pour ça qu'on détend un peu le truc. Mais je vois passer un homme qui est totalement victime de ce qu'il croit être la persécution dans la maison d'arrêt et de l'acharnement dont il se dit victime de la part des agents de l'administration. Il dit, on me fait passer pour ce que je ne suis pas, je suis victime de l'acharnement, il fouille ma cellule, il arrive à 6 h du matin comme si j'avais un réseau criminel, il dégrade ma cellule, je trouve des cendres sur mon lit, il me persécute, donc je suis sorti, j'ai pris la colère, l'injustice, il me dit, la peur, la frustration, et là, pour un contrôle qui se passe un petit peu mal, il dit qu'il pète les plombs et que finalement, il avait un morceau de ferraille pointu, une plaque de métal qu'il avait dans sa cellule. On se demande d'ailleurs pourquoi il avait encore une plaque de métal dans sa cellule, puisqu'il avait lui autant fouillé. Et là, il tente effectivement d'agresser les gardiens, et il en blesse un d'ailleurs, et il dit « j'ai craqué, c'est un tout, j'ai été lésé ». Et évidemment, pendant cette agression, il hurle « Voilà ». Alors, je maintiens que cet homme n'est pas terroriste, et je maintiens qu'on est dans le cas où, effectivement, le système pénitentiaire a des effets importants sur lui, et que l'islam, dans ce cas, est totalement instrumentalisé pour gagner en prestige et pour gagner en autorité. Donc, ce que l'on peut décoder un peu de ce type de situation, concernant là, peut-être, les hommes, souvent des hommes, qui sont condamnés et qui prennent cette position, cette posture de violence en mettant l'islam en avant, c'est la prison va mûrir un peu la haine, de l'autre. On m'a jugé, on m'a condamné, maintenant c'est moi qui condamne la société par mandat. Deuxième, je reviens au premier cas, qui effectivement est le cas d'un adolescent. Et ce qu'a dit Claude Aiguevive ce matin, moi je l'ai entendu véritablement exactement de la façon que je le ressens face à ce type de personnalité très fragilisée d'adolescent, avec cette problématique de perte de repères. Alors je rejoins au lacanien, le père, le repère, c'est quand même quelque chose qui est assez courant, avec cet attachement aussi ambivalent à la mère, et ça me fait penser à Mohamed Merah, que j'ai eu le plaisir de rencontrer 2 ans avant qu'il commette ses crimes. Il était tout à fait dans cette situation de fragilité sur le plan narcissique, de fragilité sur le plan affectif, de difficulté par rapport à l'image paternelle qui lui échappait et qui était repartie en Algérie, et qui, effectivement, commençait d'abord à se déprimer et ensuite à adopter une posture où... et c'est le moment que j'ai choisi pour assassiner ma mère. Ali Sarafi. Il a adopté une posture quasiment d'intérêt à l'islam, et ce qui m'avait un petit peu interrogé et inquiété dans cet examen de l'époque, 2 ans avant ces violents passages à l'acte, c'est que j'avais face à moi un garçon fragile, en difficulté avec l'identité, en difficulté avec l'autonomie, avec donc une pensée très particulière et avec une adhésion qui commençait par rapport à la religion. Et sortant de sa dépression, évidemment, j'ai arrêté parce que c'était un psychopathe recyclé, comme tu les appelles, hein. C'est-à-dire c'était un petit délinquant assez violent, petit branleur de cité, et qui, effectivement, s'était déprimé, et puis il dit maintenant c'est fini tout ça, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le Coran. Et cette phrase m'a fait un tilt important, qui fait que j'ai alerté un petit peu alors que je l'avais examiné pour une infraction mineure, c'était un défaut de respect du contrôle routier. Donc, vous voyez, c'était quand même pas... Mais le magistrat qui le jugeait en comparution immédiate avait dit non, on ne peut pas le juger tout de suite, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc voilà comment j'ai fait la connaissance de ce garçon qui a fait après ce que l'on sait. Donc, ces adolescents ou ces jeunes adultes,
effectivement, sont attirés, me semble-t-il, d'après ce que l'on a pu repérer, vers l'adhésion à une idéologie qui leur confère un statut, qui leur confère aussi un certain prestige, parce que finalement, cette manière donc de se représenter quelque chose d'idéal est extrêmement rassurant pour eux. Donc l'adolescent, je n'y reviens pas, a des problèmes de vécu identitaire, et notamment ces adolescents très fragilisés. Ce vécu identitaire, il y a d'une part des problèmes par rapport à la représentation de soi, et il y a aussi des problèmes par rapport à l'idéal de soi, c'est-à-dire la représentation de ce que l'on voudrait être, finalement. Et c'est cet écart entre les deux, entre la représentation de soi telle qu'elle est dans son état d'insuffisance et de souffrance, peut-être pour l'adolescent fragilisé, et l'idéal de soi, eh bien cet écart peut être source soit de motivation chez l'adolescent qui va se dépasser par rapport à ça et qui va y trouver des voies d'ascension et sur le plan cognitif et sur le plan de l'intégration de la société, ou au contraire source totalement de souffrance. Et donc, il faut des outils psychiques pour supporter cette frustration de ne pas être un héros. Je ne suis pas un héros, c'est compliqué à admettre. Quand on admet qu'on n'est pas un héros, bon, ça peut se passer relativement bien, mais quand on est en souffrance par rapport à ça, on essaye de s'attribuer une assez bonne image de soi. Et finalement, l'idéologie qui est véhiculée par les gens qui l'intègrent comme ça offre un accès un peu à l'idéal et une assez bonne image de soi. Alors, il y a en effet dans ces circonstances une adhésion un peu à la pensée totalitaire, ce que certains appellent la paranoïa, et c'est vrai que l'accès à la différence devient difficile et que la tendance antisociale existe et que la violence et l'absence d'empathie fait que le discours djihadiste il va faire complètement autorité, il va être gobé, il va être totalement adapté avec toutes ces distorsions cognitives dont on fait état et qui finalement ne vont pas permettre à ces jeunes gens d'être en situation de lucidité et d'entrer dans ce cycle un petit peu infernal qu'on va appeler la radicalisation. Voilà, je ne voudrais pas abuser de votre patience. Questions, commentaires, oui. Interpellations. Non mais je peux parler fort, je peux parler. Parce que tout le monde entend. Et là, c'est infernal. C'est comme ça. Il y a un micro sans fil, hein. Bon. Vas-y, parle fort, démarre. Bien, alors, moi j'avais plusieurs choses dans le sac, là, au vu de toutes les interventions qui ont été faites. Premièrement, j'ai eu le cas opposé au tien, c'est-à-dire j'avais un juge d'instruction qui ne croyait pas du tout que le type était radicalisé, mais qui croyait que c'était un flambeur. En fait, le type avait bien été entendu une paire de fois par Trévitic, et c'était pas évident du tout. Ça, donc on voit bien comment l'institution judiciaire peut se positionner parfois à l'hiver, parfois à l'hiver. Deuxièmement, en guise de boutade peut-être, et pour faire le lien avec les intervenants précédents, il vous faudra peut-être envisager au niveau des items de recherche de savoir s'il y en a qui ont subi des aliénations parentales et qui seraient donc beaucoup plus fragilisés par rapport à d'autres formes d'aliénation qui seraient peut-être cette aliénation religieuse. Et enfin, mais là c'est plus en guise de boutade, je me disais, est-ce que vous avez connaissance au niveau de ceux qui ont été, qui se prétendent déradicalisés, une fois que c'est fait, la désillusion qui doit advenir, comment est-elle prise en charge ou pas finalement? Parce que je me dis, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un glissement d'une chose à une autre? Voilà, c'est une question. Hein, c'est surtout cette question-là qui est importante. Oui, en fait, il y a des quand
pour les jeunes, donc je répète, nous on a eu des jeunes qui n'ont pas tué et qui n'ont pas été entraînés, hein, donc c'était pas des vrais djihadistes au sens judiciaire du terme, mais pour ceux qui ont fait le deuil de cet idéal et de cette utopie et qui sont désengagés, il y a eu des décompensations importantes, c'est-à-dire que dès lors qu'ils se rendent compte qu'il n'y aura pas de monde meilleur avec la loi divine, que la loi divine est une production humaine, ça mène à des tentatives de suicide, ça mène à des dépressions, et là on est face à un grand vide. Dans tous les cas, ça mène à ce que nous on appelle une période grise, où le jeune ne sait plus trop qui il est, à qui faire confiance, ou est-ce qu'il, enfin, espèce de truc indéfini, où il faudrait une prise en charge à ce niveau-là, qui n'est pas automatique, qui n'est pas du tout conscientisée par les institutions, voire une décompensation avec un passage à l'acte plutôt contre soi cette fois-ci. On en a quand même 3 qui sont jetés du 5e étage, hein, voilà, donc oui. Je vais juste ajouter dans le même sens, c'est que par contre, l'intensité du mouvement dépressif peut être variable. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que c'est quand on revient d'une croyance absolue, même quand on se rend compte que ça nous a fait entraîner trop loin, ou ça pourrait entraîner trop loin. Ben, il y a des gens qui vont se déprimer cliniquement, il y a des gens qui vont se déprimer psychiquement. Il y en a il y a des sujets qui vont avoir une espèce de décompression psychique tout en continuant à penser. Mais donc on peut aussi bien décrire ceux qui ont le plus d'intensité dans la dynamique dépressive, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit aussi, nous, concrètement sur le terrain? On voit l'importance d'un jeune qui se sentait seul dans sa tête, retisser du lien avec ses parents. On voit un jeune réinvestir une curiosité psychique de l'imam que la pénitentiaire ou ses parents ont souhaité qu'il rencontre en prison. C'est-à-dire qu'au fond, la question que tu poses, c'est au fond comment on revient d'une croyance absolue un peu totalitaire. Mais, voilà, le psychisme, bien sûr, décompense un peu. La clinique, par contre, est variable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quels sont les facteurs de support pour reconstruire quelque chose. À la limite, bon, on est allé trop loin, mais en même temps, la lucidité. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que au-delà des comportements cliniques très marqués, et c'est ça moi qui m'a le plus intéressé, c'est-à-dire, c'est écouter ceux qui au fond reconstruisent une capacité à penser. C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, celui que j'ai vu où j'ai dit simplement, voilà l'image de ce que serait quelqu'un de déradicalisé, c'est un garçon qui avait un bon niveau, qui a investi pratiquement toute sa peine, il a investi de lui-même avec une psychologue avec laquelle il a eu un effet de rencontre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est dit, elle ne me juge pas, elle me comprend. Je fais un arrêt image. En prison aujourd'hui, dans le contexte français qu'on comprend, le nombre de gens qui flippent devant des gens qui sont étiquetés comme terroristes. Qu'est-ce qu'il me décrivait? Dans un contexte carcéral où tout le monde me regardait comme quelqu'un d'hyper dangereux. Tout d'un coup, il a trouvé un lien avec une psychologue qui a dit « comprenons ensemble pourquoi ça vous est arrivé ». Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Au fond, bien sûr, c'est une explosion quand on en revient, mais en même temps, finalement, il n'y a pas de raison clinique de ne pas pouvoir en revenir. Simplement, j'ai été victime d'une illusion. Après, on se reconstruit si on a des appuis, et souvent, on l'a beaucoup dit un petit peu en milieu carcéral, c'est une rencontre forte. Ça peut être retisser un lien comme je ne l'imaginais pas avec mes parents. Ça peut être une psychologue qui est investie, ça peut être un autre personnage. C'est-à-dire que tous ceux qui ont recommencé à penser sur ce qui est arrivé, ils ont parlé, en tout cas dans ceux que j'ai vus, d'une rencontre forte. Quelqu'un qui était là pour compenser avec eux ce qui leur était arrivé. Oui, non, ça va. Mieux, certaines. Pour ceux qui ont une voix forte. Voilà, d'accord. Oui, certaines. Oh, ça va. Hop, non, non, je le tiens plus. C'est pas nécessaire. Oui, on a des cas de personnes déradicalisées et qui, dans le fond, décident maintenant de témoigner de leur radicalisation. Auprès de personnes radicalisées. Qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que ça a un impact réel ou pas du tout? Ouais,
C'est un sujet qui me touche particulièrement puisque moi c'est une méthode que j'ai institutionnalisée et que j'ai mis en place. C'est-à-dire que pour nous, dans les expérimentations qu'on a essayé de faire, on a essayé de faire une approche émotionnelle qui rassure, puisque l'approche émotionnelle et djihadiste avait angoissé. On a essayé de faire une approche relationnelle qui compense la perte du groupe, parce que notamment à la sortie de prison, le début, il est dans une période grise au niveau cognitif, mais en plus de ça, il a perdu le groupe avec qui se sentaient les mêmes, avec une fusion très fondamentale, et s'il se retrouve seul, c'est très compliqué, donc il faut réarriver à le réinsérer dans un groupe. Et au niveau idéologique et cognitif et l'autonomie de pensée, nos expérimentations à nous, c'était de mener le radicalisé à prendre conscience du décalage entre la promesse qui lui avait été faite pour un meilleur soi ou un meilleur monde et la réalité de l'identité et de l'action du groupe terroriste qu'il comptait rejoindre. En gros, ce sont des terroristes. Ce décalage, je crois que vous appelez ça distorsion cognitive ou quelque chose comme ça, ce décalage, il marche que pour ceux qui ne cherchaient pas à tuer tout le monde, puisque là, ceux-là qui ont une promesse pour tuer tout le monde, il n'y a pas de décalage entre la promesse et la réalité quand ils arrivent là-bas. C'était pour tous les autres, une grande partie, comme ça a déjà été dit. Pour moi, c'est la majorité. Et pour qu'ils prennent conscience de ce décalage, il faut leur amener une nouvelle information sur la réalité du groupe djihadiste qui concerne leur idéal à eux, leur utopie à eux. Pas si vous amenez un repenti qui va témoigner que les femmes sont enfermées dans un macare et qu'en fait elles ne peuvent pas être infirmières, si le gars il part pour venger les plus faibles contre les plus forts, il s'en fiche complètement que Daesh ne fasse pas ce qu'il dit pour les femmes. Il faut lui amener une nouvelle information qui concerne son intention, sa volonté intentionnelle. Bon. Et donc, qui de mieux que les repentis qui ont vu de leurs propres yeux la réalité de Daesh sur le terrain, qui peuvent amener des nouvelles informations pour montrer ce décalage entre les promesses et la réalité, il n'y a qu'eux, en fait, puisque tous les autres interlocuteurs, sauf une belle rencontre comme ça, mais la prison, c'est encore un cadre différent, puisqu'il y a une solitude c'est l'effet prison. Mais quand c'est un jeune qui n'est pas encore incarcéré, comme il voit tous ses interlocuteurs comme participants au complot contre le vrai islam, de toute façon, on n'a aucune chance. Et nous, on avait institutionnalisé toute une mise en scène. Enfin, institutionnalisé, c'est beaucoup dire, puisque justement, on était un peu un objet non identifié, travaillant pour le ministre de l'Intérieur, une association qui se déplaçait dans des salles, jamais dans le même bureau. Enfin, on n'était pas tout à fait institutionnalisé, même si on était ministériel. Mais on avait instauré une stratégie où le repenti racontait son histoire en mettant en avant les décalages entre la réalité et les promesses, mais c'était un repenti qui avait été choisi parce que justement il avait le même motif d'engagement que la personne qu'on voulait déradicaliser. Donc on avait fait tout un système où celui qui était là pour avoir disons, remettre en question ses certitudes et sa croyance extrême, il ne savait pas qu'il était là pour ça. Ses parents, ses proches, son mari, sa femme, lui faisait croire qu'il venait pour rencontrer des gens, qu'il allait prendre sa défense ou préparer sa défense judiciaire. On inventait des espèces de scénarios mensongers, je ne sais pas si j'ose dire le mot devant des psychologues, mensongers avec les proches pour qu'ils ramènent le radicalisé non volontaire, parce que radicalisé n'est jamais volontaire pour se déradicaliser, et qu'ils rencontrent le discours, le témoignage du repenti sans savoir que le discours du repenti était là pour qu'ils doutent. Voilà, on a fait tous j'avais fait du théâtre quand j'étais éducatrice, ça m'a bien servi. Voilà. Donc c'est comme ça, et on a eu un succès extraordinaire. Mais il se trouve qu'à la fin, j'ai pris le repenti qui avait embrigadé les frères Kouachi, et ça fait un scandale national, parce que du coup, les gens de Charlie ont eu l'impression qu'on manquait de respect, parce que ce repenti-là avait embrigadé les frères Kouachi 10 ans avant, et du coup, c'était indécent de faire témoigner ce repenti. Donc c'est compliqué aussi, c'est qu'on est dans un trauma national, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure, un trauma national qui ne facilite pas les choses pour être dans la pensée, dans la complexité, et qui a besoin de désigner ses ennemis de façon aussi binaire, parce qu'un repenti, il restera toujours gris, parce que c'est quand même lui qui a embrigadé des gens qui ont tué. Donc, si vous voulez, il ne sera jamais blanc. Et travailler avec des gens gris, ça n'a pas été accepté par le débat public et le débat politique. Et pourtant, moi, je suis persuadée que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, parce que la parole au docteur. Non, mais c'est important. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire.
Et en même temps, je pense que travailler avec des gens qui sont revenus avec une autocritique, mais finalement, on réfléchit en termes psychiques, quoi de plus fort, même si effectivement il y a par ailleurs une équipe pluridisciplinaire de gens qui eux ont jamais été radicalisés. Donc je pense que travailler avec ceux qui justement ont un discours critique est un des éléments des stratégies de prise en charge. C'est la confrontation réelle. Voilà. Oui, oui. Et là il y a tout un temps à faire. Bon, mon institution, je crois que c'est interrompu pour une raison de bagarre politique, mais je pense qu'effectivement, le relancer notamment pour les femmes et les enfants dans le contexte politique, ça pourrait être accepté, en même temps très dynamique, un peu pour continuer un peu ce travail d'écoute et d'évaluation longitudinale. Merci à tous. Vous êtes tous invités, on va enchaîner sur les questions syndicales, mais pour ceux qui souhaitent rentrer, je vous remercie tous les intervenants.